Bonjour, je suis Frédéric Serrière. Cette présentation, je l'ai donnée au congrès Longevity qui s'est déroulé le 20 et 21 octobre 2020 à Troyes et organisé par Idealco. C'était vraiment un très bon congrès. Il y avait une table ronde sur l'innovation et on m'a demandé d'intervenir une quinzaine de minutes sur ce que je pensais de l'innovation et quel était mon regard par rapport à l'innovation sur le marché des seniors et la Silver Economy. Il y a quelques années, il n'y a pas quelques années, c'était l'année dernière, j'étais à Tenroto pour une conférence sur la Silver Economy, le marché des seniors. Là-bas, c'est plutôt le marché des seniors dans le sens consommation des plus de 55 ans. Et j'intervenais au même titre que d'autres intervenants sur le marché des seniors, notamment juste avant moi, intervenait un ami, consultant aussi sur le marché des seniors au Canada. Et il faisait une intervention sur l'innovation et il disait qu'il fallait innover. Il disait aux personnes, vous devez innover, c'est important d'innover pour cibler les seniors sont friands d'innovation, et il insistait beaucoup sur l'importance d'innover pour réussir un projet sur la silver economy et le marché des seniors. Après son intervention, il revient s'asseoir près de moi et il me dit pas mal la présentation. Et je lui dis, écoute, tu as quand même exagéré, tu as quand même un sacré culot. Et là, il se met à rigoler parce que je lui dis, tu as un sacré culot parce que toi et moi, on n'investit pas des entreprises qui sont trop innovantes sur la silver economy, car justement, quand c'est trop innovant, ça ne fonctionne pas, en tout cas, c'est difficile à développer. C'est très difficile de développer un projet qui est très innovant, trop innovant. Et là, tu leur as dit qu'il fallait absolument innover. Bref, tu les envoies quelque part dans le mur. Et là, il me répond, Frédéric, sache que les gens, ils veulent entendre ce qu'ils veulent entendre. Ils ne veulent pas entendre ce qu'ils devraient faire. Et donc, il me dit, moi, je leur dis ce qu'ils veulent entendre. S'ils veulent entendre qu'il faut innover, je leur dis qu'il faut innover. Et là, je lui ai dit, écoute, ça, c'est pas mon caractère. C'est en fait mentir, exagérer. Quand on est consultant, on nous paye pour, au minimum, croire ce que l'on dit, ce que l'on propose, ce que l'on conseille. Et donc, dans cette présentation, je vais vous indiquer plutôt pas ce que vous voulez entendre, peut-être, pas ce que je voudrais que vous vouliez entendre, pas ce qu'il est facile d'entendre, mais je vais vous expliquer un petit peu ce que je vois vraiment de la réalité sur la silver economy et le marché des seniors, et pourquoi beaucoup d'investisseurs, dans moi-même, nous avons investi dans plusieurs entreprises sur la silver economy, on n'investit pas dans les entreprises qui sont trop innovantes, et que la plupart des succès sur la silver economy sont des entreprises qui sont moyennement innovantes, ou voire des produits qui sont vraiment courants, où il n'y a pas vraiment d'innovation. Et donc, voilà. Donc, qui nous sommes nous? Nous sommes un cabinet de conseil qui s'appelle Global Aging Consulting. C'est ce cabinet de conseil que je dirige. Nous sommes présents en France, bien sûr. Nous sommes historiquement français. Maintenant, nous sommes basés à Berlin. On garde toujours une filiale en France, mais on est basé à Berlin pour l'Europe. On est présent en Grande-Bretagne, à Tokyo et aux USA en propre. Et ensuite, on couvre d'autres pays avec des partenaires qui avaient démarré, comme moi, il y a plus de 20 ans, sur le marché senior et la silver economy. On vous accompagne pour faire des études de marché, pour faire de la stratégie sur comment vous développer, comment vendre, avec quels partenaires vous associer, quels produits faire à quels partenaires, quels accords vous pouvez avoir, quelle entreprise il faut racheter, dans quel pays il faut développer, par où il faut commencer. Ce type de questions auxquelles on répond, et vous avez compris que j'appelle un chat un chat. En tout cas, je n'ai pas ma langue dans la poche. En tout cas, je crois ce que je dis, je pense ce que je dis. Et donc, voilà comment on aborde le sujet. Tout d'abord, quand on parle d'innovation, je pense qu'il faut remettre les pendules à l'heure. Vous avez beaucoup d'associations, de consultants sur le marché des seniors qui vont vous dire qu'il faut absolument innover pour réussir sur les seniors. Quand vous entendez un consultant qui vous dit qu'il faut innover sur le marché senior, qui vous pousse à innover vraiment beaucoup, demandez-lui de mettre son propre argent dans votre projet. Et là, vous allez voir qu'il ne mettra pas son propre argent dans votre projet, car son intérêt à lui n'est pas forcément que vous réussissiez.
Son intérêt à lui, en vous disant qu'il faut innover, c'est de vous vendre une mission de conseil. C'est quand même totalement différent. Et pourquoi je dis ça? La plupart des études qui ont mesuré les résultats, les bénéfices d'une innovation aboutissent à un point qui est très important, c'est que l'entreprise qui innove, au final, elle récupère en moyenne 5% du chiffre d'affaires global qui sera généré par son innovation. Les 95 autres pourcents seront pris par ses concurrents. Ce qui veut dire que faire une innovation, donc bien sûr dans certains secteurs vous allez récupérer plus que 5%, d'autres vous allez récupérer moins que 5%. Je connais bien le sujet parce que avant de travailler sur les seniors il y a plus de 20 ans, je travaillais chez 3D Systems, qui est encore le leader mondial de l'impression en 3 dimensions. Et à l'époque, 3D Systems avait les brevets. Et il faut savoir qu'entre parenthèses, que le brevet de l'impression 3 dimensions est un brevet du CA de 1985 par là. Et en 1987, le CA a dit non, il n'y a pas d'avenir, on ne renouvelle pas le brevet. Et ils l'ont vendu à Chuckle, qui a créé 3D Systems. Vous imaginez la puissance, entre guillemets, des Français. Donc, on a vendu le brevet, ou les brevets, qui concernaient l'impression 3 dimensions à Chuckle, qui, lui, a créé 3D Systems, le leader mondial de l'impression 3 dimensions. Ça, c'est en 87 ou 88, par là, à peu près. 3D Systems a gardé les brevets jusqu'à peu près pendant la durée des brevets. Et ensuite, on a vu une explosion de l'impression 3 dimensions, une explosion du nombre de concurrents sur l'impression 3 dimensions, parce que les brevets sont tombés dans le domaine public. Mais même lorsque 3D Systems avait les brevets, 3D Systems a été en procès pratiquement dans tous les pays développés, contre des concurrents qui copiaient les brevets 3D Systems. Ce qui veut dire que lorsque vous innovez, lorsque vous déposez un brevet, ça ne va pas suffire. Notamment en France, où on va dire que la justice n'a pas vraiment les moyens, ou comme mon avocat dit, on condamne vraiment plus beaucoup en France, comme c'est mon avocat qui explique ça. Pour ceux qui ont été victimes et qui sont allés en justice, vous comprenez ce que je veux vous dire. Vous n'allez pas récupérer vraiment le montant et les préjudices que vous avez perdus, en moyenne. On va vous copier. En tout cas, si on ne vous copie pas, même si vous avez des brevets, même si votre propre innovation, si on ne vous copie pas, à mon avis, c'est qu'il n'y a pas de marché. Ou alors, il y a des grandes exceptions. Mais si on vous copie, donc en fait, vous allez faire une innovation, vous allez peut-être la breveter, vous allez peut-être breveter, et vous avez des concurrents qui se lancent. Ce qui veut dire que ce n'est pas une innovation qu'il faut faire, c'est une innovation plus un budget en justice pour pouvoir protéger votre innovation. Et ça a un coût. Donc, vous voyez, il y a une ligne dans le business plan sur le coût pour créer l'innovation, le coût pour la lancer, le coût pour la commercialiser, le coût pour la protéger, le coût éventuel pour acheter des concurrents. Si au final, 3D Systems, qui a déposé plainte dans beaucoup de pays, ils ont au final racheté des concurrents, ou ils ont racheté des filiales ou des parts, des morceaux des concurrents. Et ensuite, vous allez devoir tout le temps innover parce que les concurrents vont copier votre innovation et vont l'améliorer. Donc, vous allez devoir aussi avoir une ligne dans votre business plan sur le fait que vous allez devoir tout le temps innover. Donc, voilà. Donc, une entreprise qui innove récupère environ 5% des fruits de son innovation. Vous voyez, même Apple, par exemple, qui a innové dans les smartphones, bon, Apple doit faire à peu près, je ne sais pas, 15 ou 17%, j'en sais rien, peut-être même un peu moins, de la vente des smartphones dans le monde. Samsung, Huawei, etc., sont en train de récupérer une partie du gâteau, une partie importante du gâteau. Donc, les succès sur la silver economy, alors, autre point important, très important, qui va à l'encontre de ce que beaucoup vous disent, mais de ce que beaucoup de consultants vous disent, mais ces consultants ne mettent pas d'argent dans votre projet. Vous voyez, donc mais dans la réalité, ceux qui mettent de l'argent, leur propre argent, dans les projets sur la silver economy, connaissent cette phrase en question. Les succès sur la silver economy sont des innovations à des degrés pragmatiques et réalistes et basés sur les fondamentaux. Quand vous regardez les entreprises qui fonctionnent, qui cartonnent sur la silver economy, c'est quoi? C'est les EHPAD, c'est les résidences-services seniors, c'est une partie de la technologie, mais c'est surtout aussi l'aménagement du domicile.
par exemple, ces entreprises d'aménagement des domiciles, comme Easy Shower, par exemple, OK, on va pouvoir les présenter comme innovants, mais à la base, c'est quand même remplacer une baignoire par une douche. Alors après, effectivement, il y a des processus qui sont peut-être un peu innovants, mais ce n'est pas ultra innovant. C'est un degré pragmatique et réaliste d'innovation. Donc, je vais dire que c'est un peu comme le sel. Vous voyez, si vous mangez quelque chose sans sel, ça paraît fade, on n'a pas envie de manger. Et si vous mettez trop de sel, eh ben, c'est devenu indigeste et on ne mange pas le produit. Et ensuite, une note, bien sûr, un succès est relatif. Beaucoup d'entre vous, beaucoup d'acteurs sur la Silver Economy me posent la question, que penses-tu de mon projet? Et moi, je réponds à la question, avant de te donner mon avis, il faut que tu me donnes ton objectif, qu'est-ce qui est important pour toi? Et je pourrais te donner mon avis par rapport à une grille, par rapport à un relatif, par rapport à un référentiel que tu pourras me donner. Sans ça, donner un avis, c'est totalement ridicule. Et puis, il y a certains qui ont créé des commerces à destination des seniors, notamment un à Berlin, à sa petite échelle, il fonctionne bien, pour lui c'est un succès. Par contre, si vous le regardez, vous direz, bah, il n'y a qu'un seul Songal à l'échelle d'un supermarché ou d'une chaîne de distribution. Ils vont dire, il n'y a pas de marché, c'est qu'un seul magasin, c'est ridicule. Vous voyez. Donc le succès, bien sûr, est relatif, c'est évident, mais ça veut quand même vouloir dire que si on retourne le sujet dans l'autre sens, tous les projets sur la Silver Economy peuvent exister, peuvent réussir, par contre, peuvent exister, bien sûr, et peuvent réussir. Et ça veut dire également que donc, tous les produits, tous vos projets peuvent réussir, mais ça dépend de votre objectif. Si vous dites, voilà, je veux faire l'aménagement de la salle de bain et puis que vous voulez en vendre 3 millions, là, je pense qu'en fait, ça sera un échec. Si vous me dites, voilà, je vais en vendre 2000 ou 3000 ou 10 000 l'année prochaine, là, je vous dirais que c'est un succès. Que, en tout cas, ça peut être un succès. Alors, pour qu'on comprenne bien ma vision, je voulais vous l'expliquer par rapport à un produit que tout le monde connaît, qui est la téléassistance. À gauche, c'est le caractère peu innovant du produit. À droite, c'est le caractère très innovant du produit. Et la courbe, en fait, c'est le nombre de ventes, quelque part. Bien sûr, c'est schématique. Dans la téléassistance, vous avez 3 types de téléassistance, trois grands principes. Vous avez la téléassistance classique à domicile, uniquement dans le domicile, avec un bouton ou une montre, en fait, un truc au poignet sur lequel on appuie et ça déclenche. Lorsqu'on peut déclencher, c'est par rapport à un récepteur qui est dans la maison. Donc, on reste dans la maison. En tout cas, on reste en moins de 150 mètres de la maison. En moyenne, des fois, c'est moins. Le deuxième type de téléassistance ou axe de téléassistance, la téléassistance mobile, c'est-à-dire en fait, c'est sous GPS, c'est soit un petit boîtier spécifique sur lequel vous pouvez appuyer lorsque vous tombez à l'extérieur, n'importe où, pour peu que vous soyez couvert par le GPS, et en plus, bien sûr, par le téléphone, par la réception téléphonique pour pouvoir discuter avec un opérateur. Ça aussi, ça peut être sur le téléphone, en fait, vous avez un bouton sur le téléphone que vous pouvez appuyer. Donc, cette téléassistance mobile, on vous géolocalise, le plateau, vous appuyez, vous avez une alerte qui est déclenchée sur le plateau de téléassisteur, il vous géolocalise et il peut envoyer des secours là où vous êtes, n'importe où, là où vous êtes, pour peu que ce soit couvert, bien sûr, et par la géolocalisation, et bien sûr, si c'est nécessaire. Et ensuite, vous avez la téléassistance prédictive. Donc là, j'ai repris le terme de Vitaris, Tunstall Vitaris, qui est le premier téléassisteur en nombre d'installations en France. Tunstall Vitaris parle de téléassistance prédictive. La prédiction, c'est surtout ce qu'on appelle téléassistance à base d'actimétrie. Vous avez peut-être entendu parler de ce terme-là, l'actimétrie. On pose des capteurs dans les logements, des capteurs de porte, des capteurs volumétriques, des capteurs de mesure d'eau, enfin bref, plein de capteurs, d'intrusion, etc. Et l'ensemble des capteurs vont analyser qu'un logiciel, votre cursus, vos comportements, votre rythme de vie, vos comportements habituels chez vous, à quelle heure vous vous levez, à quelle heure vous vous couchez, quand est-ce que vous allez prendre votre toilette, etc., vous allez faire la toilette, etc. Et l'ordinateur apprend une moyenne de vos comportements. Et s'il y a un comportement qui est anormal, supposons qu'en fait la personne âgée ne se réveille pas ou ne se lève pas à 9 heures alors qu'elle devait se lever tous les jours à 5 heures ou à 6 heures, une alerte à ce moment-là est déclenchée. Et donc là, on peut prédire. Le côté prédictif est aussi que dans quelques années, ce n'est pas encore au point, à mon avis,
dans quelques années, on pourra, avec ce type de capteurs, et vous pouvez regarder la société de Ramsey Larby, qui vous explique que dans quelques années, même pas dans quelques années, peut-être l'année prochaine, quelques mois, on va pouvoir, avec des capteurs, voir les risques de chute d'une personne âgée en fonction de sa déambulation. Et le capteur va analyser sa déambulation et va pouvoir dire si la personne est à risque ou pas de chute. Donc, ce que je voulais vous dire, la courbe, c'est les ventes, en fait. Les ventes. Et bien, en fait, il y a environ 600 000, un peu moins de 600 000 téléassistances installées en France, qui sont en fonctionnement. C'est 595 par là, 90 par là. Le gros du marché, mais on va dire c'est gros, c'est 85%, au moins 85%, c'est la téléassistance classique. La téléassistance mobile, qu'on pensait révolutionner, qu'on pensait vendre beaucoup, qu'on pensait vendre à des plus jeunes, etc., ça représente à peu près 10% en moyenne, et ça dépend des téléassisteurs. Des assisteurs comme Arkea OnLive font plus que 10%, ça dépend. Et la téléassistance prédictive à base de capteurs, à mon avis, ça ne représente même pas 5% du total, alors qu'on disait que ça allait marcher. Or, quand j'ai commencé à m'intéresser en 1999, environ 2000, en 2002, ou 2001, 2002, 2003, j'ai vu les premières téléassistances prédictives par actimétrie, les premières startups qui lançaient leur téléassistance par actimétrie. Et ce qui se passe, c'est que c'est seulement depuis quelques années que les téléassisteurs vont voir ces startups pour revendre leurs produits. Le B2B2C. Le premier B, c'est l'entreprise qui avait créé le système, le logiciel d'actimétrie pour prédictif. Ils ont essayé de le vendre pendant une quinzaine d'années aux téléassisteurs. Ça fait que depuis quelques années que les téléassisteurs acceptent de les commercialiser cette solution-là. Il y avait une raison de fiabilité, il y avait une raison de c'est trop nouveau. Bon, bref, il y avait une raison aussi législative, de responsabilité pénale du gérant, du téléassisteur, qui est toujours. Et ensuite, maintenant, que les téléassisteurs proposent, on peine à dépasser les 5% parce qu'encore maintenant, il va falloir convaincre les seniors. Et là, il y a un problème de génération, d'usage par génération. La génération actuelle qui équipe une téléassistance, c'est environ des personnes qui ont environ 85 ans. Et imaginez dire à une personne âgée de 85 ans que sa téléassistance va être des capteurs qui vont la surveiller et qui vont apprendre le mouvement. Je peux vous dire que les personnes âgées ne vont pas forcément comprendre, ou ne pas forcément pouvoir être rassurées par ce type de téléassistance, et elles se réfugient sur la téléassistance classique. Ça, c'est un exemple d'innovation qui était trop innovante par rapport au time to market, aussi bien en termes de distribution, B2B, que aussi bien entre B2C. Les seniors n'étaient pas... c'était trop tôt pour eux, et c'est encore trop tôt pour eux. Donc, vous voyez, ça, c'est un exemple d'innovation qui a été plébiscité, qui a gagné des prix de la Silver Economy, qui a gagné des prix de tous côtés, des appels d'offres, etc. Et en fait, c'est pas parce qu'en fait vous gagnez un appel d'offres, c'est pas parce qu'en fait vous êtes reconnu par vos pairs que vous allez forcément gagner votre pari. Ça n'a absolument, à mon avis, rien à voir. Ou presque. Autre exemple de produit qui s'est lancé aux USA il y a quelques années, qui était un flop total et qui était retentissant, c'est Lively. Lively, c'est une montre qui propose plusieurs services, dans lesquels une startup a investi plus de 20 millions de dollars, dans une grande partie dans la commercialisation en direct. En fait, l'idée, c'était que Lively, une nouvelle entreprise, c'était une marque d'entreprise, pratiquement 15 millions de dollars en publicité dans la télévision, ce qui est assez important, qui ciblait les seniors, et vente directe par la télévision. Et c'est un échec, l'entreprise a été liquidée. Le service a été racheté par Great Call, qui est un opérateur téléphonique spécial senior, qui d'ailleurs lui-même a été racheté. Great Call a racheté non pas l'entreprise qu'elle a créée, mais a racheté l'actif, en fait, ce système en question. Et depuis, Lively, donc le produit cette fois-ci, c'est quand même mieux développé parce que Great Call était déjà connu des seniors. Et là, c'est un sujet d'une innovation qui était trop innovante pour être commercialisée par une entreprise en direct, entreprise qui n'était pas connue des seniors. Ça, c'est un grand classique. Ça, c'est plutôt générationnel. C'est qu'en fait, lorsque vous vendez des produits à des seniors, un peu plus âgés,
Ils vont vous dire, voilà, moi j'achète un produit chez le spécialiste. En fait, si je fais changer une douche, ça sera le spécialiste, une assistance, ça sera le spécialiste. Et parce que le spécialiste les rassure. Donc, j'en parle dans d'autres vidéos. Vous pouvez regarder sur ma chaîne YouTube, j'explique pourquoi les seniors les plus âgés ont besoin d'être rassurés. Et d'acheter un produit chez une entreprise qui est connue, ça les rassure. Donc là, c'est un produit innovant, légèrement trop innovant, mais quand même assez acceptable, innovant, qui ne pouvait pas être vendu par l'entreprise qui l'avait créé, parce que ce n'était pas connu, et qu'il fallait la commercialiser via une entreprise, via un acteur qui était connu des seniors. Alors, ce que je veux vous dire ici, c'est que le temps d'acceptation, le time to market sur les seniors, il est plus long. En 20 ans, on a accompagné beaucoup de secteurs d'activité, pas uniquement sur la silver economy, mais sur le marché des seniors, c'est en fait les plus de 50 ans, notamment les jeunes seniors. Et on a créé beaucoup d'ABAC, des classeurs complets d'ABAC, de développement, d'une innovation, d'acceptation d'innovation, enfin, la courbe des ventes d'une innovation, ou dans différents secteurs, innovation, pas innovation, d'un produit, d'un service, depuis le lancement jusqu'à la commercialisation, enfin correctement, enfin jusqu'à un volume de vente important. Donc cette courbe est comme ça, bien sûr que vous connaissez. Ce qui est important, c'est pas voir la forme de la courbe, c'est voir est-ce que c'est une courbe aplatie comme ça qui monte derrière, là vous galérez à commercialiser, ça démarre seulement après, ou alors si la commercialisation se passe facilement. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en moyenne, mais ce n'est pas vrai pour tous les secteurs d'activité, en moyenne, les courbes en fait, d'acceptation sont déjà plus lentes au début. Et donc, en fait, il y a un temps d'acceptation et un délai d'acceptation qui est plus important sur le marché des seniors. Et voilà pourquoi beaucoup qui croyaient que la silver economy était l'Eldorado sont en train de vous dire maintenant que ce n'est pas du tout l'Eldorado, car le time to market, il y a un problème d'acceptation du produit et du service. Donc, je vais donner des exemples. Côté utilisateur, on va dire qu'il y a plusieurs catégories de produits, mais je vais vous l'expliquer comme ceci. Vous avez pour moi les produits de nécessité, téléassistance, EHPAD, couche d'incontinence, aménagement du domicile, service à la personne, vous voyez, de nécessité. Et vous avez les produits, on va dire, de confort, consommation courante, globale, etc. Le tourisme, les loisirs, etc. Enfin bref, l'électroménager, la télévision, enfin tout le reste. La première catégorie que je vous ai dit, généralement, les produits se vendent après un incident, c'est en fait après une chute. Si vous démarrez sur le marché des seniors, ça c'est très très important. Sinon, vous allez vraiment déchanter. Il faut comprendre que la téléassistance, elle est achetée après une chute. L'aménagement de domicile est après une chute. Les services à la personne sont après une chute. Pourquoi? Parce qu'avant, et ceux qui ont environ 55 ans, vous allez comprendre, si votre maman est âgée, vous leur dites, pareil, vous l'avez peut-être dit, maman, tu devrais prendre une téléassistance, et la maman vous répond, non, mon fils ou ma fille, j'en ai pas encore besoin. Il y a le déni, la procrastination et le manque de conscience. Ça aussi, je l'explique dans une autre vidéo sur ma chaîne YouTube, je vous laisse regarder. Ces trois phénomènes-là, on verra plus tard, mais les procrastinations et puis le manque de conscience, ça fait en fait que le temps d'acceptation de votre produit sera plus long. Ça fait aussi que lorsqu'on a chuté, on a besoin d'avoir une marque vers laquelle se diriger. J'en parle aussi dans notre vidéo. Pourquoi Stana a réussi à pratiquement mettre sa marque Stana comme la marque Frigidaire. C'est en fait, beaucoup de seniors disent on va acheter un Stana et pas un monte-escalier. Parce que Stana fait la publicité régulièrement à la télévision notamment, donc est connu des seniors, et quand les seniors sont intéressés par ce produit-là après une chute, ils ont la marque Stana dans l'esprit et ils vont plutôt s'orienter vers Stana. Bien sûr, il y a d'autres secteurs, il y a d'autres acteurs, bien évidemment. Il y a aussi les prescripteurs familiaux. Alors, le timing des prescripteurs familiaux n'est pas forcément le même. Les raisons, donc là, l'idée, c'est il y a des services comme, pas forcément l'assistance, mais on va dire l'aménagement de domicile, par exemple l'aménagement de la salle de bain. Généralement, les enfants vont donner leur avis, voire plus des fois. Au minimum, doivent donner leur avis. Et là,
les besoins, les envies et les timings entre les personnes âgées ou dans le logement dans lequel va être installée la salle de bain et les enfants qui peuvent habiter bien sûr plus loin. Il y a des grandes différences. Et ça explique aussi que certains produits ont du mal à se développer parce qu'on ne tient pas compte des usages des deux générations, des références vis-à-vis de votre produit de génération, des croyances qu'on a par rapport à votre produit dans les deux générations, des envies, des besoins, des obstacles et des objectifs. Tout ça, ça peut être différent entre les générations prescripteurs, les enfants, et les seniors les plus âgés. Donc là, ça va prendre aussi. Les prescripteurs professionnels, le troisième point, ça aussi c'est très important. Je vous ai dit tout à l'heure, l'intelligence prédictive par capteur actimétrique, on va dire, là c'est un abus de langage, pas vraiment ça pour comprendre, ça avait du mal à se vendre. Non, je vais prendre un autre exemple. Les capteurs de chute. On va prendre plutôt les capteurs de chute. Les capteurs de chute ont eu beaucoup de mal à être les capteurs de chute. C'était un capteur qui détecte la chute d'une personne âgée. Ce capteur il peut être relié à un téléassistance, à un plateau de téléassistance, et dès qu'une personne âgée chute, le plateau est au courant, appelle la personne âgée, puis envoie le secours ou des amis au domicile de la personne âgée. Et les capteurs de chute ont mis beaucoup de temps à être acceptés par les téléassisteurs, car là, il y avait un... Je vais raconter une histoire. En fait, il y a 7 ans, à peu près 7-8 ans, j'étais dans une conférence sur la silver economy de marché senior à Paris, et il y a 2 entrepreneurs assez âgés qui viennent, enfin assez âgés, moins âgés que moi, mais voilà, qui viennent me voir, qui me disent, voilà, monsieur Serrier, on veut savoir ce que vous pensiez de notre capteur de chute. On a suivi votre conseil, on a co-créé le produit, on a validé le marché, on a pris un service juridique pour voir si c'était faisable, etc. Donc, ils avaient vraiment étudié leur marché. Moi, j'aurais posé la question, il y a une question qu'il faut vraiment savoir. Êtes-vous au courant que le gérant du téléassisteur, il est responsable pénalement de ce qui arrive chez son client? Là, il me dit ça, non, et que ça va influencer, et que ce phénomène bloque, pendant beaucoup d'années, bloque la proposition d'un capteur de chute par les téléassisteurs. Là, ils me disent, ah non, on n'est pas au courant, notre service juridique, on aurait dû le voir. Bah, écoutez, il n'y a pas besoin de prendre des avocats pour aller vérifier ça. Vous prenez votre téléphone, vous appelez les dirigeants des téléassisteurs, vous leur demandez leur avis, ils vont accepter. Hein, que pensez-vous des capteurs de chute? Ils vont vous dire, écoutez, moi, j'en veux pas parce que les capteurs de chute déclenchent des fausses chutes, et des fois, plus problématiques, ne déclenchent pas même avec des vraies chutes. Par exemple, pour une chute molle, pour ceux qui connaissent les capteurs, pour ceux qui connaissent les chutes, ils savent de quoi je parle. Et donc, pendant des années, les capteurs de chute ne se sont pas vendus. C'est un exemple. Autre chose, les financeurs. Alors, les financeurs, ça peut être les acteurs, la branche sociale des acteurs de prévoyance, comme par exemple la branche sociale de la G2R, par exemple. Si vous parlez avec Romain Gano, qui connaît très très bien le sujet, qui est un des responsables de l'action sociale chez la G2R, et qui est, on va dire, un peu beaucoup spécialisé dans la silver economy et les seniors, il va vous le dire en fait. Hein. Il y a des produits qui ne sont pas finançables. Il y a des produits qui n'ont pas d'avenir, puis il y a des produits qui ont de l'avenir. Donc, et puis le temps pour faire valider son produit, pour démontrer que son produit est intéressant par les financeurs, c'est important. Je prends par exemple Nutrisense, une entreprise qui est très performante, qui propose des plats, enfin, l'alimentation pour une alimentation santé, notamment pour les personnes âgées, mais pas que. Ils commercialisent un pain. Alors, je vais peut-être dire une bêtise. Je crois que le nom, c'est G-Nutrition, mais j'en suis pas sûr, en fait. Ce qu'on appelle à l'époque le pain senior, qui est un pain qui a été développé par l'entreprise à Dijon. Ce pain, il est remboursé par la sécurité sociale lorsqu'il est prescrit. Donc, c'est un pain qui est hyper protéiné, il faut bien sûr que j'explique, hyper protéiné. Il va lutter contre la dénutrition de la personne âgée, enfin de la personne, notamment la personne âgée. Il y a environ 10% des personnes âgées à domicile qui sont dénutries. Dénutries, c'est pas je perds 2 kilos, c'est beaucoup plus. Donc, ce pain est remboursé il est pris en charge par la sécurité sociale. Mais ça n'a pas été fait en 15 jours, ça. Il y a eu une étude clinique qui était nécessaire. Ça demandait plusieurs années, de façon à prouver qu'il y avait un bénéfice et que la sécurité sociale avait un plus grand intérêt à mettre de l'argent en ce pain en question pour éviter la dénutrition, éviter les complications qui sont issues derrière la dénutrition. Donc là, vous voyez, c'est pas je lance un produit, ça va être accepté.
Ça prend du temps. Il faut des études cliniques à ce niveau-là. Les distributeurs, certains distributeurs ne voudront pas distribuer votre produit également, parce qu'il y a X raisons. On a travaillé il y a quelques années pour un acteur de l'agroalimentaire qui voulait proposer des produits pour les EHPAD, et on s'aperçoit qu'effectivement la distribution posait des problèmes. Et donc, bien sûr, comme je vous ai dit, ça dépend produits-services de nécessité, produits-services de confort. Bien sûr, ce que je viens de vous dire, c'est une vision globale. Chaque cas est particulier et bien sûr, vous devez étudier votre cas avec précision. Alors, si on fait un petit zoom, alors je ne ferai pas un zoom sur tous les éléments, mais un zoom sur le temps d'acceptation des seniors. Si je vous dis qu'il y a un logiciel qui traduit sans faute automatiquement en live ce que je vous dis en langue chinoise, anglaise ou allemande, et que si vous êtes intéressé par ces langues, vous allez me dire « Ah, génial, il est où ce logiciel en question ?» Et là, je vais vous répondre « Ce logiciel, il est sur la Game Boy. » Là, vous allez me dire « Mais attendez, mais je n'ai pas l'âge d'utiliser la Game Boy. Ce n'est pas ma génération, c'est les plus jeunes qui ont utilisé la Game Boy. » Et on n'est pas, l'usage de la Game Boy ne correspond pas forcément à ma génération, moi qui ai 50 ans. Et là, c'est pareil. Si on propose un truc hyper innovant avec des capteurs pour la téléassistance à une personne âgée qui a plus de 85 ans, bon courage. Ce n'est pas dans ses usages. Si vous proposez un produit à une personne âgée de téléassistance, à une personne âgée qui n'est pas équipée d'Internet, qui n'a jamais utilisé un écran tactile, bon courage pour lui vendre une téléassistance avec écran tactile. C'est possible, mais c'est bon courage. C'est plus difficile. Parce qu'il faut apprendre non seulement à la personne âgée l'usage de type de l'assistance par un écran tactile, mais en plus, l'usage de l'écran tactile. Vous imaginez, donc il faut... et en plus, alors si vous faites un logiciel pour un bien santé qui est sur une tablette, par exemple, vous allez devoir apprendre les personnes âgées à utiliser la tablette. Même si, bien sûr, et je suis d'accord, vous allez me dire, les jeunes seniors sont tous équipés Internet, bien évidemment. Ils savent utiliser pratiquement tous. Mais bien sûr, ce que je voulais vous dire, c'est l'image. Il faut développer des innovations qui sont en usage cohérent, qui seront basées sur des usages qui sont déjà acquis par la génération que vous ciblez, sinon bon courage. Il y a des générations, il y a des caractéristiques, des valeurs différentes dans les différentes générations, et on ne commercialise pas un produit tout à fait de la même manière. En tout cas, il y a des précautions à prendre, que l'on s'adresse à des gens qui ont 50 ans, 60 ans, 75 ans, 80 ans. C'est logique, c'est évident. Ensuite, le temps d'acceptation, comme je vous disais, il est plus long parce qu'il y a le déni, la procrastination, si on verra plus tard. Le déni, c'est long. Je refuse de voir que j'ai un problème. J'ai chuté, mais je refuse de voir de prendre une assistance. La procrastination, c'est on verra plus tard. Et le manque de conscience, c'est j'ai pas conscience du sujet. Je prends un exemple sur le manque de conscience. J'avais rencontré un couple dans un focus group à Lyon, dont le monsieur était architecte, et qui a dit « Ouh là, moi j'ai tout prévu pour le grand âge. Pour nous, on a mis des demi-niveaux. » En fait, la maison est sur une maison d'architecte, hein, je l'ai visité, il y a des demi-niveaux. Et en fait, je leur ai fait calculer le nombre de fois qu'ils grimpaient les demi-niveaux et le nombre de marches d'escalier sur lesquelles ils marchaient tous les jours. Ben là, ils ont été horrifiés, en fait. Le fait d'avoir fait des demi-niveaux, ça a démultiplié le nombre d'escaliers, de marches d'escalier qu'ils parcouraient dans la journée, et beaucoup plus que s'ils avaient fait un simple étage. Donc là, il y avait un manque de conscience du problème. Manque de conscience également, c'est j'achète... je me fais faire une douche, par exemple, chez mes parents, et le plombier, bien sûr, il a mis un mitigeur qui est très difficile avec des petits hypercules. Enfin bref, il faut avoir des mains jeunes pour utiliser, mais moi, j'ai commencé à avoir des difficultés. Là, je l'ai engueulé, d'ailleurs, ce plombier, c'est pas possible, bref. Et donc mes parents n'ont pas vu le problème parce qu'ils étaient encore assez jeunes, mais là, ils auraient commencé à avoir le problème si on n'avait pas fait changer le système. Et après, ça dépend des situations et des événements. Ça, j'en parle dans d'autres vidéos sur ma chaîne. Acceptation des distributeurs, c'est est-ce que les distributeurs vont accepter ou pas de proposer votre produit? Certains vont refuser parce qu'ils ont peur de ghettoiser leur marque, peur de vous réserver dans un rayon pour les seniors. Ils vont penser que si vous créez un produit, par exemple, électronique pour les seniors, tactile, par exemple, et que vous voulez le commercialiser par Boulanger, Darty compagnie, le directeur achat de Boulanger, Darty compagnie ou Leclerc, ils vont vous dire OK, on veut bien essayer, mais vous mettez combien de budget en communication à la télévision pour être sûr que ça se vende?
Et vous, vous êtes une entreprise qui démarre, vous n'avez pas de budget de passer à la télévision. Même si on passe à la télévision avec des budgets beaucoup plus simples, beaucoup plus réduits, comme le propose Benoît Gobelot de l'agence matinale. Alors, regardez sur les chaînes aussi, sur ma chaîne YouTube, il y a un interview de Benoît Gobelot, de Benoît. Vous n'avez pas le budget nécessaire pour mettre la publicité, promouvoir votre produit à télévision. Et donc, le directeur achat va dire, écoutez, c'est pas intéressant, on verra plus tard. Avec le Covid, on change de priorité. Les entreprises ont changé de priorité. Du court terme, on se focalise du long terme, moyen terme, on se focalise sur le court terme, par exemple. On avait déjà vu. Donc, si vous arrivez à un projet qui est plutôt dans moyen terme, là, il y aura des plus grandes difficultés. Et après, bien sûr, il y a toutes les conclusions, les conditions. Donc, enfin, ce que je dis toujours, il y a beaucoup d'acteurs sur le marché des seniors, il y a beaucoup de consultants qui se disent compétents sur le marché des seniors. Ce n'est pas connaître les seniors qu'il faut. Enfin, c'est important, c'est nécessaire, mais ce n'est pas suffisant. On commence à être très bon sur un sujet, quand on joue au piano, par exemple, au bout de 10 000 heures. C'est beaucoup. 10 000 heures de travail. Donc, ce n'est pas un consultant qui travaille un jour sur deux depuis 2 ans sur les seniors qui va pouvoir vous aider correctement sur les seniors, même en faisant des focus group. Parce que ce qui fait la différence entre ceux qui sont sur le podium et les autres, c'est les détails. C'est un peu comme un horloger. C'est qu'on voit dans les détails pour que ce soit juste. Il y a 2 types de consultants sur le marché senior. Il y a ceux qui sont des médecins, qui font un diagnostic, et des fois pas beau, et des fois est bon, et des fois est pas bon. Vous connaissez votre médecin, des fois il a pu vous raconter des bêtises. Et il y a les spécialistes. On se fait opérer par un chirurgien. Voilà. Et c'est le chirurgien qui voit que le diable se cache dans les détails. La différence de réussite d'une innovation, d'un projet sur la silver economy et le marché des seniors, ça se passe dans les détails. Et ça, c'est l'expérience qui le fait. Donc, plusieurs possibilités. Vous embauchez quelqu'un, vous débauchez le marketing de Damar, par exemple. Ou alors, vous prenez des consultants comme votre serviteur qui ont une forte expérience sur le marché des seniors. Donc, voilà ce que je voulais vous dire dans cette présentation. Merci beaucoup d'avoir regardé jusqu'au bout. Si vous avez regardé cette présentation jusqu'au bout et que vous êtes intéressé par échanger avec nous, on a un programme de coaching, du coaching téléphonique à l'heure, où on peut vous accompagner sur le moyen terme, sur le court terme, dans votre projet, et on peut également réaliser toute l'étude de marché et vous accompagner au niveau stratégique, bien évidemment. Ce que je vous propose, c'est que je vous offre 1 heure de coaching gratuitement. C'est en fait pendant 1 heure, on échange soit avec moi, soit avec un des consultants, et on échange ensemble sur votre projet. C'est pas commercial, on échange vraiment sur votre projet. Et à la fin de l'heure, en fait, vous décidez de dire au revoir ou continuer avec nous, ou au revoir puis continuer plus tard avec nous, ou ne jamais continuer avec nous. Bref, vous aurez fait avancer votre réflexion. Et en 1 heure, on peut quand même voir beaucoup de choses. Voilà. Donc, pour bénéficier de cette heure coaching gratuite, vous pouvez m'envoyer un mail à fserrière@frédéricserrière.com, fserrière@frédéricserrière.com. En attendant, je vous remercie beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Merci beaucoup et à bientôt.